En 2 heures, nous allons essayer de dire la vérité, toute la vérité, même si elle est gênante sur les banques, avec des reportages et des invités, des pour, des contre, notamment le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici, et puis l'ancien patron de la Banque centrale européenne, qui était l'un des hommes les plus puissants de la planète et qui ne va jamais sur les plateaux de télévision, Jean-Claude Trichet. Alors avant d'entamer le débat, je vous propose un reportage. On est allé voir de plus près où en était la crise de confiance entre les Français et les banques. Là, vous allez voir, c'est pas triste, on regarde. C'est un record en Europe. Selon une récente étude, 67% des Français n'auraient plus confiance dans le système bancaire. Mépris, incompréhension, impunité, le fossé se creuse chaque jour un peu plus. La banque serait-elle devenue l'ennemi numéro 1? J'ai vraiment l'impression que c'est un univers impitoyable et qu'en fait, nous sommes effectivement des poulets à plumer. À ce jour, nous n'avons plus de relation avec notre banque. Aucun contact, aucune relation. Le client, en fait, c'est le bétail. Le client, c'est le bétail. En un an, les litiges entre les banques et leurs clients ont augmenté de 40%. L'Association de défense des usagers de la banque reçoit dans toute la France les doléances des clients qui ne savent plus comment s'en sortir. À Aix-en-Provence, c'est Martine qui gère la permanence. En ce moment, elle accueille près de 50 personnes chaque mois, comme cette dame qui s'est sentie abandonnée par sa banque le jour où elle en avait besoin. En 2008, on s'est retrouvé donc interdit bancaire suite aux agissements de monsieur. La banque qui m'appelait pendant plus d'1 heure, enfin bref, c'était de l'acharnement. Oui, en parlant poliment, on peut appeler ça comme ça. Nous avons les tarifications bancaires qui sont abusives, donc frais de rejet, frais d'interdiction, frais d'irrégularité, frais pour incident, enfin tout le panel des frais. En général, les personnes qui ont des problèmes avec la banque sont des personnes vulnérables. C'est des personnes à qui le banquier a dit non. Je vous remercie. Je vous en prie. La banque n'a pourtant pas toujours été comme ça. Merci. Depuis son origine, la banque a un rôle social, c'est-à-dire qu'elle doit nous aider à grandir dans la société. Je démarre dans la vie, j'ouvre un compte, je travaille, j'emprunte, je rembourse, j'épargne. La confiance s'installe, mon banquier est censé devenir une sorte de partenaire pour la vie. Mais progressivement, la banque change de rôle. Elle rejoint le monde des affaires. Elle veut gagner encore plus d'argent, grandir toujours plus. Pour y arriver, elle se met à vendre des produits financiers, à investir en bourse. Le banquier ne conseille plus, il vend. À ses clients qui ont toute confiance, il propose de formidables investissements, censés rapporter beaucoup d'argent. Mais en 2008, la bourse s'effondre et les formidables placements partent en fumée. Oui, j'ai perdu environ 20 000 euros. Oui, j'ai perdu la moitié de mon héritage, en l'occurrence. Annie est une victime de ces placements miracles. À la mort de son père, elle hérite de 44 000 euros. Elle pense alors acheter un appartement à sa fille en empruntant le complément. Mais son banquier insiste pour une autre solution. Il lui fait emprunter la totalité de la somme et il place son héritage sur une assurance vie. Sur le moment, elle pense avoir fait une bonne affaire. L'argent que je plaçais sur cette assurance vie devait fructifier. Donc c'était effectivement un placement intéressant, puisqu'au terme du remboursement de l'emprunt, je devais obtenir 44 000 euros plus les intérêts générés. Annie savait qu'elle prenait un petit risque sur son assurance vie, mais elle affirme que son banquier ne lui a jamais dit qu'elle pouvait perdre la moitié de son héritage. Mais toutes les actions ont baissé sur tous les contrats. Mais là, moi j'ai baissé, mais je ne suis jamais remontée. Nous avons été abusés parce que, quelque part, nous avons eu affaire à un excellent vendeur et que nous avons eu confiance. Naïve, Annie, pas plus que des milliers d'autres usagers. Les méthodes de son conseiller n'ont rien d'original. Sous couvert d'anonymat, les banquiers reconnaissent qu'ils ont changé de métier. On est parti dans des dérives du vendeur de tapis. Voilà, c'est du vendeur de... Voilà, on vend des tapis. Antoine travaille dans une grande agence bancaire. Il est conseiller vendeur ou vendeur conseiller, il ne sait plus trop. Disons qu'il remplit les objectifs que lui fixe la banque, comme un commercial. Les objectifs sont fixés en fait chaque année. Et bien évidemment, chaque année, ces objectifs en fait augmentent. Donc, par exemple, on a des techniques de vente. On va parfois utiliser, bien sûr, le chantage,
parfois la peur du futur, la séduction aussi, ce qui est très important, le côté sympa, on va faire genre on est quelqu'un de sympa, donc voilà, faites-nous confiance. On va directement dire ah mais en cas de décès vous allez faire quoi? Les objectifs des banquiers sont d'ailleurs récompensés comme ceux des vendeurs. Dans ce document confidentiel, on apprend qu'un conseiller gagne 20 points à chaque fois qu'il vend par exemple un plan d'épargne logement. Et dans ce document-ci, on peut lire que le meilleur vendeur du mois touchera une prime de 150 €. L'intérêt du client ne semble pas être la première préoccupation. C'est compliqué de choisir entre sa conscience et son boulot. Parce que on voit les chiffres du chômage, on voit qu'il y a des grands groupes aujourd'hui qui licencient, là, on a peur. Et parce que nous avons peur, parfois nous faisons des choses que nous ne ferions pas en temps normal. Bonjour madame. Bonjour maître. Avec de telles pratiques, les relations entre les clients et les banques se sont tendues. Les plaintes se multiplient. Annie a pris un avocat. Elle espère récupérer une partie de l'argent que sa banque a perdu en bourse. Malheureusement, votre contrat d'assurance vie a énormément perdu d'argent à cause des marchés boursiers qui étaient défavorables. Vous avez subi 2 crises. Le client se présente à son banquier dans une idée qui est assez juste, qui est si je gagne de l'argent, mon banquier va en gagner. Mais ce que ne sait pas le client de l'établissement bancaire, c'est que quand lui en perd, même quand lui en tant que client perd de l'argent, son banquier continue à en gagner encore. Un bon client, c'est quoi? Un bon client, c'est un client qui rapporte de l'argent à la banque. Quelle que soit la façon dont il va les rapporter. Que ce soit par des frais intempestifs parce que il est tout le temps à découvert et qu'on rejette des chèques, etc. et que ça entraîne forcément des frais pour lui. Le matin, par exemple, la première chose que vous devez faire, c'est décider de si tel chèque va passer, compte tenu du solde du client, si vous allez rejeter un prélèvement ou pas. On a un jargon qui dit on shoot, on shoot, on shoot. Ça veut dire qu'on refuse. Pour moi, une banque en valait une autre. Bon, je voulais vraiment pas. Enfin, j'aurais choisi pratiquement une banque en fonction de la station de métro. Bon, je pense maintenant qu'il faut mettre les banques en compétition et les choisir non pas pour leur honnêteté, mais qui est le moins malhonnête. Je crois que pour moi, il n'y a plus du tout aucune confiance. Mais pour les banques, la confiance est indispensable. Si les clients se méfient, ils ne confieront plus leur argent. Et sans argent, la banque n'existe plus. Alors, en pleine crise financière, les grands groupes bancaires investissent des centaines de millions d'euros en publicité. Depuis 4 ans, les budgets ont augmenté en moyenne de 30% pour restaurer cette fameuse confiance. Et chaque banque y va de son slogan. Vous êtes en train de regarder une publicité pour une nouvelle banque. Il y a celle qui veut se racheter une virginité. Exactement. Monsieur Georges, vous connaissez le nouveau Celle qui fait appel aux valeurs traditionnelles, comme la fidélité. Plus c'est long, plus ça vous rapporte et en plus à la fin vous avez un bonus. Ah, la fidélité qui rapporte. Ah, je reconnais que le concept est intéressant. Ou cette autre qui joue sur les valeurs nobles du sport, du travail et de l'esprit d'équipe. Mais en fait d'esprit d'équipe, le contrat est souvent à sens unique. Les banques demandent de la confiance à leurs clients, pas l'inverse. Préoccupées par l'argent qu'elles ont perdu pendant la crise, elles ne veulent plus prendre de risques. Oubliant leur rôle social, elles ne prêtent plus qu'aux riches. Les particuliers ne sont pas les seuls à en faire les frais. Les patrons de PME le vivent au quotidien. On se sent piégé parce que malheureusement, on est obligé de passer par une banque pour travailler. Et ces gens-là sont dans une position dominante. Ils vous écrasent s'ils ont envie. On pourrait même considérer qu'ils ont droit de vie et de mort sur leurs clients. Joël est entrepreneur. En 2007, il a racheté une entreprise de bâtiment avec 14 employés. En janvier dernier, le camion de son plombier est tombé en panne. Il demande un prêt à la banque pour le remplacer. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Et il n'a jamais eu de problème pour obtenir un prêt. Son entreprise est saine et son carnet de commandes rempli. Mais comme des centaines d'entrepreneurs, il a subi la crise. Alors son bilan de l'année dernière est moins bon que d'habitude. Pour la première fois, la banque se rétracte et ne lui accorde pas son prêt. Le plus grave, c'est que pour nous, entreprises, sans le véhicule, le salarié qui utilise le véhicule ne peut plus travailler. D'où ma question à mon interlocutrice, c'est mon plombier, je fais quoi? Je le licencie? Et la réponse a été, ce n'est pas mon problème, monsieur. C'est 14 familles aujourd'hui qui peuvent du jour au lendemain se retrouver à la rue
à cause d'un établissement financier qui ne fait pas son travail. Pour cette fois, Joël s'en est sorti parce qu'il avait un peu de trésorerie qu'il conservait pour les coups durs. Mais il a vécu l'histoire comme une profonde injustice. Et il en garde une rancune tenace contre la banque. Voilà, je pense que le mot confiance ne peut pas être utilisé avec ce genre de personnage. Pourquoi? Ils n'ont qu'un seul intérêt, c'est le leur. C'est-à-dire, chose de base qui est l'économie globale des entreprises et du pays, ça leur effleure même pas l'esprit. Tout a toujours très bien été, et puis du jour au lendemain, parce que eux ont fait des bêtises de leur côté, c'est nous qui sommes punis. Et puis enfin, Jean-Claude Trichet. Alors Jean-Claude Trichet, c'est un personnage absolument considérable, ancien président de la Banque Centrale Européenne, l'une des grandes figures, qui a longtemps été l'un des hommes les plus puissants de la planète, qu'on voit jamais d'ailleurs sur les plateaux de télévision, la télévision française en tout cas. Merci d'être venu. Et vous n'avez cessé de mettre en garde depuis des années contre les dérives de la finance. Avant de vous interroger, je vous mets entre les bras de Caroline Vigneault, qui va vous faire une petite chronique. On dit de vous... Venez dans mes bras. Alors Jean-Claude Trichet, on dit de vous en fait que vous êtes né dans une famille d'intellectuels, et c'est vrai que votre père est enseignant normalien, mais vous allez faire encore mieux. Vous êtes ingénieur des mines, maîtrise de Sciences Éco, vous avez également Sciences Po, l'ENA, avec dans votre promotion Claude Guéant, ensuite inspecteur général des finances, conseiller technique de Giscard, directeur de cabinet de Balladur, directeur du Trésor, gouverneur de la Banque de France et enfin président de la Banque Centrale Européenne. Vous êtes, je crois qu'on peut le dire, le big boss des banquiers. Chapeau bas, j'ai envie de dire respect. Respect Jean-Claude, mais malgré tout, vous n'avez pas que des amis. Non, il y en a certains qui vous reprochent d'être un petit peu psychorigide, puisque vous avez organisé la politique du franc fort et puis ensuite de l'euro fort, c'est-à-dire une politique de lutte contre l'inflation à l'allemande et qui avantage un peu les vieux et les rentiers au détriment des jeunes et de l'emploi. Bref, il y en a quand même d'autres qui vous soutiennent, comme par exemple DSK ou VGE, et qui affirment au contraire que c'est vous qui avez sauvé l'euro et le système bancaire européen dans son ensemble, en obtenant notamment en mai 2010 que tous les gouvernements allongent 750 milliards d'euros. Je crois qu'on peut dire que vous savez lever des fonds. Le Financial Times vous déclare même Man of the Year pour votre gestion de la crise des subprimes. Et ce n'est pas la seule distinction que vous allez obtenir. Vous êtes commandeur de l'Ordre de la Légion d'honneur, officier de l'Ordre national du mérite, commandeur ou grand officier ou grand croix des ordres nationaux du mérite, allemand, portugais, argentin, autrichien, belge, brésilien, équatorien, ivoirien, yougoslave. Mais surtout, vous avez le prix de l'Académie de la carpette anglaise pour avoir refusé, je dis bien, de vous exprimer en français en affirmant « I'm not a Frenchman ». Alors, sinon, Jean-Claude, dans la vraie vie, parfois, vous vous amusez un petit peu, hein? C'est quoi, dites-nous, c'est quoi votre petit hobby caché? Est-ce que le dimanche, vous enfilez un short, vous allez jouer au foot, vous êtes plutôt, je sais pas, poker, cigare ou PMU? Non, franchement, faites-nous un petit peu rêver. À vrai dire, mon hobby, c'est plutôt la lecture, la poésie, la littérature, le suivi des émissions de Franz-Olivier Gisbert lorsqu'il est plongé dans la littérature, et puis un peu de marche. Ah, quand même. Oui, en short. Un petit peu. En short, pour vous faire plaisir. Alors, j'aimerais entendre le point de vue là-dessus de Thierry Philipponnat. Je suis sûr que vous n'êtes pas d'accord avec ce discours optimiste et vous avez raison positif. Vous avez raison d'être sûr. Je dois dire que j'ai une intime conviction, c'est que ce qui est présenté dans votre reportage, et contrairement à ce qu'on vient d'entendre, les banques ne sont pas qu'un bouc émissaire. Je vais vous donner un exemple très très précis. Le sujet, dans le jargon financier, ça s'appelle des rétrocessions. Je vais me permettre d'appeler ça par son nom, des commissions occultes versées par les banques aux vendeurs de produits financiers. Le 26 septembre dernier, cas très concret, au Parlement européen, sujet dont s'occupe Finance Watch au quotidien, le lobbying des banques au Parlement européen, il y avait un débat qui consistait à interdire partout en Europe le système des rétrocessions, qui consiste encore une fois pour les banques à payer de façon occulte à des conseillers dits indépendants qui ont vendu des produits plus ou moins des produits
qui se baptise conseiller. Donc les clients se disent j'ai un conseiller en face de moi. En fait, il a un vendeur en face de lui qui, s'il touche 100 € sur un produit et 10 € sur l'autre, va bien sûr vendre le produit à 100 €. Il y avait un grand débat au niveau européen qui était tout à fait passionnant avec énormément de gens, disant, y compris les Britanniques, y compris les Hollandais, y compris les plus grands régulateurs de la finance en Europe, certains d'entre eux en tout cas, disant c'est scandaleux, il faut interdire tout ça. D'accord ? Au dernier moment, après un lobbying que je n'hésite pas, et j'ai les textes et les emails qui ont été envoyés par le lobby bancaire, un lobbying furieux des banques, y compris, je suis désolé Monsieur Oudéa, mais les banques françaises ont été particulièrement remontées sur ce sujet. Les banques ont réussi à retourner les parlementaires et maintenant, il y a eu vote pour que ce système de commission occulte continue à exister. Comment voulez-vous que la confiance existe dans ces conditions-là? La confiance, c'est deux choses. C'est la transparence et c'est l'absence de conflit d'intérêts. S'il n'y a pas de transparence et absence de conflit d'intérêts, vous ne pouvez pas avoir confiance. Pourquoi ce lobbying systématique des banques dès que les associations qui travaillent à Bruxelles, dont la nôtre, Finance Watch, s'occupent du sujet, on a un lobbying débridé qui nous explique que la transparence est mauvaise pour le business. J'ai entendu des banques françaises me dire que la transparence était contre le business model des banques à la française. Je l'ai entendu, je l'ai entendu. Donc, et ça, je peux vous dire, la semaine dernière à Bruxelles, il y avait une colère mais monstrueuse. Je peux vous envoyer les emails, je les ai. On va revenir à la faillite, parce qu'il y a quelqu'un qui avait une idée en la matière. Il a exposé très clairement, très simplement, très crûment. C'est Eric Cantona. On regarde. Le système, c'est quoi? Le système tourne autour des banques. Le système est bâti sur le pouvoir des banques. Donc, il peut être détruit par les banques. Au lieu d'aller dans la rue, faire des kilomètres avec sa voiture, tu vas à la banque de ton village et tu retires ton argent. Et s'il y a 20 millions de gens qui retirent leur argent, le système s'écroule. Pas d'armes, pas de sang, rien du tout. À la Spadjari. C'est tout simple, hein. Qu'est-ce qu'il dit le banquier? Oui, il a raison, c'est que les faillites bancaires type Northern Rock, c'est effectivement une panique telle que les gens vont retirer leur argent dans les guichets. Alors moi je voudrais juste expliquer que de ce point de vue, ce qui compte effectivement, c'est la confiance. C'est la confiance que vous allez pouvoir à tout moment retirer votre argent, qui ne va pas disparaître, s'évanouir. De ce point de vue, les banques françaises, heureusement, et je crois que Jean-Claude Trichet pourra l'a confirmer, sont solides et il n'y a pas de souci de ce point de vue. De toute façon, Caroline Bigot, je crois qu'on peut vivre sans banque. Hein. C'est possible, même si c'est très compliqué. Et moi, j'ai essayé donc de vivre sans banque, de mener une existence en liquide, donc libre de tout banquier. Alors cette décision, premièrement, a beaucoup plu à mon employeur, mon patron, puisqu'il ne peut pas me payer plus de 1 500 € en espèces, faut le savoir. Au-dessus, c'est forcément chèque ou virement, parce que je pense personnellement que ce serait même d'ailleurs plutôt viré si on ne peut pas vous payer. Enfin, je vous rassure, hein, si on ne peut pas recevoir son salaire. En revanche, on peut payer ses impôts en liquide. Et ça fait quand même plaisir de voir que le Trésor public ne vous abandonne jamais, contrairement à EDF, GDF. Ah oui, ces entités qui fonctionnent par chèque ou par prélèvement automatique, à partir du moment où vous n'avez plus de compte bancaire, automatiquement, vous êtes rayé de leur clientèle. Et sans chauffage, mesdames et messieurs, impossible de tomber malade, car pas de remboursement de sécu sans compte bancaire. Oui, pour les remboursements, la carte et la banque, c'est vital. Enfin, et il faut savoir aussi que donc toutes les prestations sociales vous sont refusées et si vous n'avez pas de compte bancaire, donc par exemple pas d'aide au logement, vous allez me dire ça c'est pas très grave puisqu'il n'y a plus de logement non plus. Hein. Mais oui, puisque les achats en France en espèces sont limités à 3 000 €. Je vous propose d'essayer de trouver un petit appartement ou une petite maison à ce prix-là. Et encore plus difficile de louer. Techniquement, on peut payer son loyer en espèces. Maintenant, dans la pratique, trouver un propriétaire qui accepte de prendre un locataire qui ne mettra pas de RIB dans son dossier, autant vous dire que ce dossier-là sera automatiquement refusé. Je crois qu'aujourd'hui, l'abréviation SDF a donc une nouvelle signification, sans domiciliation financière. Alors, Jean-Claude Trichet, notre sage, je voudrais demander de commenter une citation d'Henry Ford, le patron des automobiles Ford, vous savez, qui disait en gros, là, c'est une chance que les gens ne comprennent pas le système bancaire, notre système bancaire, sinon il ferait la révolution. Je ne connais pas cette citation d'Henry Ford. Je ne connais pas cette citation d'Henry Ford. Je ne connais pas cette citation d'Henry Ford. Je vous propose maintenant une plongée dans le monde incroyable de la finance sur fond de magouilles, scandales et traficotages divers. On regarde.
Quand une banque perd de l'argent, elle vous dit que ce n'est pas de sa faute. Et c'est vrai qu'il y a des fois où elle a des circonstances atténuantes. Mais depuis quelque temps, l'excuse a du mal à passer. Escroquerie, abus de confiance, faillite, arnaque. Un scandale chasse l'autre. Et c'est toujours la même histoire. La banque se retrouve d'abord sur le banc des accusés. N'avez-vous pas le devoir d'agir avant tout dans l'intérêt du client? Mais pour finir, elle n'est jamais condamnée. La banque gagne presque à tous les coups. Alors la banque, victime, laxiste, irresponsable, tricheuse, menteuse, criminelle? Pour nous aider à mesurer la responsabilité des banques, à démêler le vrai du faux, nous avons demandé l'aide d'un commissaire divisionnaire, spécialiste de la criminalité financière et organisée. L'ensemble de ce qu'on nous présente comme des faits divers appartient en fin de compte à une vaste chaîne de fraude. Commençons donc par le cas où la responsabilité de la banque semble la plus faible, celui où elle joue le rôle de la victime, plumée par un escroc en gants blancs. Nous sommes le 17 décembre 2008. Cet homme poursuivi par les caméras vient d'obtenir le titre officieux d'escroc du siècle. Il s'appelle Bernard Madoff. En quelques heures, il est devenu l'homme le plus détesté d'Amérique pour avoir floué des milliers d'épargnants et fait disparaître plus de 50 milliards de dollars. Le voilà au temps de sa splendeur, costume-cravate, sourire avenant. Pendant des années, le sémillant Bernard Madoff est un roi de la finance au-dessus de tout soupçon. Il est même le patron du Nasdaq, la deuxième bourse de New York spécialisée dans les nouvelles technologies. Grâce à un mystérieux fonds d'investissement, il promet aux banques un produit défiant toute concurrence, avec un rendement garanti de 8 à 10%, le rêve de tout épargnant. À ceci près que le fonds n'existe pas. Madoff se contente de rémunérer ses investisseurs avec l'argent de nouveaux arrivants. C'est une vieille arnaque, connue sous le nom de pyramide de Ponzi. Un épargnant est rémunéré avec l'argent de 2 nouveaux arrivants, eux-mêmes rémunérés avec l'argent de 3 nouveaux arrivants, et ainsi de suite. Une fuite en avant qui peut faire illusion un certain temps. Mais avec la crise, les épargnants ont voulu tous récupérer leur argent en même temps, et la pyramide s'est écroulée. Quand Madoff est démasqué, les banques font leur compte. Des pertes de 90 millions d'euros pour le Crédit Mutuel, 350 millions pour BNP Paribas, 730 millions pour la britannique HSBC, et record battu pour l'espagnol Santander avec plus de 2 milliards d'euros. Voici donc la liste des principales victimes de Bernard Madoff. Victimes? Mais le sont-elles vraiment? Dans l'affaire Madoff, il serait excessif de dire que les banques ont été victimes. Elles ont surtout été aveugles et donc incompétentes. Toutes les grandes banques de Wall Street, comme les grandes banques européennes, auraient dû se rendre compte que les fameux retours sur investissement proposés par Bernard Madoff, à la fois leur niveau et leur régularité, étaient impossibles. Il n'y a jamais de martingale. Une victime très discutable. Mais alors que dire quand le coupable est au cœur même de la maison? La banque serait-elle trop laxiste? Nick Leeson, Jérôme Kerviel, Kweku Adoboli, ces 3 hommes ont un point commun. Ils sont accusés d'avoir fait sauter la banque de l'intérieur. Tous les 3 se sont retrouvés devant la justice pour avoir fait perdre des sommes colossales à leur ancien employeur. Et le champion, c'est notre Français Jérôme Kerviel de la Société Générale. Près de 5 milliards d'euros partis en fumée en 2008. La presse n'en revient pas. Comment en est-on arrivé à une telle catastrophe financière? La question à 5 milliards d'euros mérite bien sûr quelques réponses claires. Jérôme Kerviel est un trader grassement payé par sa banque pour jouer en bourse et gagner de l'argent. Mais il prend des risques inconsidérés en pariant jusqu'à 50 milliards d'euros sur les marchés financiers. Un montant bien au-delà des limites autorisées par la Société Générale. La banque le reconnaît, elle a été peu regardante sur le contrôle de ce garçon qui lui faisait gagner tant d'argent. Ce n'est pas parce que vous êtes laxiste que les voleurs sont autorisés à vous voler, que les fraudeurs sont autorisés à vous frauder. Ainsi donc, le vilain trader aurait profité du laxisme de la banque. Mais tout de même, en un an, 74 alertes ont signalé l'activité anormale de Kerviel. Et la hiérarchie n'a pas bougé. Peut-on encore parler de laxisme? Que je sois allé trop loin, plus loin que les autres, et que j'ai poussé le système au bout du bout, je le concède, j'ai aucun problème avec ça, je le dis dès ma garde à vue.
Maintenant qu'on fasse porter la responsabilité de ce genre de pratique, ça je refuse. L'affaire Kerviel n'est jamais que le Xème épisode d'un phénomène que l'on connaît depuis maintenant une génération et qui se multiplie. C'est ce qu'on appelle le rogue trading. C'est la capacité qu'ont un certain nombre de traders dans des grandes banques d'investissement à jouer avec le système et à pousser le système jusqu'à l'extrême. On autorise et on incite à la cupidité sur les marchés. Laxiste, le mot est donc faible. Est-ce qu'irresponsable conviendrait mieux? C'est au moins la question qu'on peut se poser pour une autre affaire, celle qui a tout fait exploser en septembre 2008. Ces images ont fait le tour du monde. Dans les rues de la City, des femmes et des hommes en costume portent des cartons. Des cols blancs virés dans la journée. Lehman Brothers, la 4e banque américaine, vient de faire faillite. C'est un ouragan dans la finance mondiale. Les bourses dévissent, une crise sans précédent. Tout cela à cause d'une histoire de prêt immobilier, les subprimes. L'histoire commence le 11 septembre 2001, avec l'attaque terroriste sur les tours du World Trade Center. L'Amérique est frappée au cœur. Son économie est menacée d'asphyxie. Il faut un geste fort. Alan Greenspan, le président de la Banque centrale américaine, prend alors une décision historique. Pour redresser la situation, nous devons restaurer la stabilité de l'économie aux États-Unis et partout dans le monde. Pour relancer la consommation, il baisse les prêts immobiliers au taux incroyable de 1%. Pour des millions d'Américains, le rêve de la propriété individuelle est à portée de main. Ils vont pouvoir s'acheter une maison à crédit. Mais il y a une condition. En cas de non-paiement, la banque pourra récupérer la maison de l'emprunteur. Dans un marché immobilier où les prix ne cessent de grimper, les banques peuvent prêter sans risque à n'importe qui. Et elles ne s'en privent pas. Ces banquiers, de manière très cynique, ont distribué des prêts à des ménages qui étaient insolvables. On les distribue à qui? On les a distribués aux plus faibles de la société américaine, aux personnes âgées, aux personnes handicapées, aux pauvres et aux minorités ethniques. Le succès est tel que les banques locales sont vite dépassées. Elles ont besoin d'argent pour financer les nouveaux emprunteurs. Ces petites banques vont alors revendre les prêts à des établissements plus gros. Le prêt se transforme alors en titre et il peut être vendu sur les marchés financiers. Mais comme ces titres sont risqués, les grosses banques les découpent en petits morceaux et les mélangent à des valeurs plus sûres, comme des actions de grandes entreprises. Les créances douteuses sont ainsi camouflées dans de nouveaux produits. Au début, ces produits se vendent très bien, car tant que le marché de l'immobilier monte, les banques sont sûres de gagner de l'argent. Si jamais les emprunteurs ne peuvent plus payer, les banques récupéreront leur maison. Ces produits sont donc vendus à travers le monde sans aucune précaution. Ils contaminent toute la planète financière. Et toutes les banques du monde en proposent à leurs clients sans même savoir de quoi est composé leur titre. On peut penser que beaucoup des banques mondiales et en particulier européennes qui ont acheté des produits titrisés ont été aveugles et incompétentes. Elles ne sont pas allées soulever le capot de la voiture. Elles ont acheté sans regarder. Mais en 2007, les taux remontent. Les ménages qui ont acheté leur maison grâce aux prêts subprime ne peuvent plus rembourser. Des millions de maisons se retrouvent à vendre au même moment. Leur prix chute. Et les titres qui contiennent les subprimes deviennent invendables. Les clients qui avaient fait confiance à leur banque se retrouvent ruinés. C'est une forme d'irresponsabilité et peut-être que pour certaines d'entre elles, elles l'ont fait en toute connaissance de cause, mais comme il y avait de très gros bénéfices à faire, eh bien, elles ont préféré fermer les yeux. Fermer les yeux, certaines banques ont fait plus que cela. Elles ont tout simplement menti à leurs clients. Avril 2010. Face à une commission d'enquête du Sénat américain, les hommes les plus influents de Wall Street sont sur le banc des accusés. Les dirigeants de la banque Goldman Sachs. La banque est accusée de fraude, car alors qu'elle vendait des subprimes à ses clients, dans le même temps, elle demandait à ses traders de parier sur la baisse de ses produits. Le sénateur Levin, président de la commission, n'y va pas par quatre chemins. C'est un mensonge. Vous misez contre le produit que vous vendez à vos clients. Cela ne vous dérange pas?
Et vous voulez que les gens vous fassent confiance? Mais ils nous font confiance. Moi, je ne vous ferai pas confiance. Si vous veniez me vendre ce produit sans me dire qu'en même temps, vous pariez contre lui, vous ne pensez pas que cela pourrait affecter mon jugement? Ces grandes banques d'investissement ont sciemment menti à leurs clients. Elles ne sont pas incompétentes comme elles essayent de le faire croire aujourd'hui, elles ont été tout simplement malhonnêtes. Une banque menteuse qui joue contre ses clients, c'est difficile à avaler. Mais que dire d'une banque qui triche avec un État? Le 1er janvier 2002, les feux d'artifice embrasent le ciel d'Athènes. La Grèce fête son entrée dans l'euro. Si le petit pays du Sud rejoint le club des pays riches, c'est parce qu'il répond désormais aux critères européens. Le pays a su réduire sa dette. Mais en réalité, la Grèce a maquillé ses comptes. Et c'est encore les banquiers de Goldman Sachs qui l'ont aidé en trichant. La banque a proposé un pacte. Elle rachète une partie de la dette contre un prêt secret. Le tour de passe-passe a réussi. Mais la Grèce en paye aujourd'hui le prix. Elle n'était pas aussi solide que prévu. Elle a faussé son bilan et Goldman Sachs en est le principal complice. Aider un État à tricher sur ses comptes publics, c'est extrêmement grave. Imaginez une PME-PMI faisant la même chose, c'est immédiatement le tribunal correctionnel. Tricheuse, menteuse, la ligne rouge est franchie depuis longtemps. Certaines banques vont pourtant encore plus loin. C'est encore le sénateur américain Carl Levin. Et c'est une nouvelle commission d'enquête. Cette fois sur le banc des accusés, la plus grosse banque au monde, la britannique HSBC. Plus de 1500 pages de documents, 2 ans d'enquête, 75 responsables auditionnés, et au final un rapport qui accuse la banque d'avoir ouvert la porte aux narcotrafiquants. Par le biais de sa filiale mexicaine, elle aurait blanchi 7 milliards de dollars issus des cartels de la drogue. Nous regrettons profondément et présentons nos excuses de ne pas avoir été à la hauteur des attentes de nos clients, de nos employés et des citoyens. La banque s'excuse, mais comme pour toutes les autres affaires que nous avons évoquées, elle s'en tirera sans condamnation. Comme à chaque fois, eh bien, il n'y aura pas de procès pénal, il y aura une transaction. La banque va payer une très grosse amende, quelques centaines de millions de dollars, peut-être 1 milliard, mais la banque continuera à fonctionner. Il faut bien comprendre que si on veut que les fraudes dans le domaine bancaire cessent, il n'y a que 2 solutions. Premièrement, envoyer en prison certains banquiers, et deuxièmement, retirer des licences d'exercice, des licences d'activité. Alors, je suis sûr que Henri Quinson lui était plutôt d'accord avec les reportages, parce qu'au fond, ce monde-là, vous avez voulu le quitter. Hein. Vous avez voulu le quitter, vous étiez un trader qui marchait bien, et puis hop, vous avez claqué la porte. Et je vais vous laisser entre les mains de Caroline Vigneault pour sa chronique « On dit de vous ». Alors, Henri Quinson, on dit de vous que vous êtes professeur et écrivain. Vous avez d'ailleurs publié en 2008 un récit autobiographique Moine des cités. Et vous avez été conseiller sur le film Des hommes et des dieux qui a quand même fait 5 millions d'entrées en salle, il faut le dire. Il faut dire que vous savez un petit peu de quoi vous parlez. Hein. Vous avez quand même passé 5 ans dans un monastère cistercien à Tamier, en Savoie. Vous avez ensuite repris des études de théologie à Strasbourg et vous avez fondé au cœur des cités de Marseille la Fraternité Saint-Paul, qui est une association qui vient en aide aux jeunes en difficulté scolaire. Je crois qu'on est vraiment très très loin de ça, regardez. Ça, c'est votre époque Golden Boy. Regardez, 2 téléphones en bakélite, tout en bas de la photo. Un peu puant, hein, non? Non, regardez les petites lunettes de soleil. Et puis, alors, on voit pas bien là-bas, mais vous avez une magnifique montre à Watt 1000 francs. Hein, c'est de l'autodérision. Oui, c'est ça, et on peut le dire. Watt 1000 francs, parce que nous sommes dans les années 80, à cette époque-là. Donc, vous êtes trader pour la banque Indo-Suez. Vous gagnez beaucoup d'argent. Vous êtes promis à une carrière magnifique. Vous allez avoir, on suppose, une fortune qui va vous tomber entre les doigts, mais votre foi va vous imposer un choix radical. La bourse ou la vie spirituelle. Aujourd'hui, vous dénoncez le matérialisme de nos sociétés, la cupidité des banquiers qui utilisent la monnaie pour s'enrichir, alors que, selon vous, la finance doit être au service de l'économie et l'économie au service de l'homme.
Ça, c'est vraiment très très beau. Et pourtant, je vous ai entendu dire, je cite, « L'argent est un mauvais maître, mais un bon serviteur ». Est-ce que ça ne serait pas des propos de toxico qui va bientôt rechuter? Écoutez, à ce jour, non. Moi, j'ai quitté les marchés en 1989, donc pour l'instant, je n'ai pas été saisi à nouveau de la maladie de la spéculation. Non, je rejoins beaucoup les propos de ce soir. Je pense qu'il ne faut pas stigmatiser. Dans la tradition biblique, il y a le livre de la Genèse, ce vieux récit juif, repris dans la tradition chrétienne, et qui justement montre que l'homme est prompt à dire « non, c'est pas moi, c'est elle, non, c'est le serpent, etc. » On peut aller très loin, on trouvera toujours des boucs émissaires. Je pense que c'est plus intéressant de réfléchir sur certains paradoxes. Par exemple, la société française aujourd'hui est aussi endettée à travers la dette publique, la dette de l'État aussi endettée qu'à la veille de la Révolution française. Est-ce que des Français qui ont voté régulièrement pour des responsables politiques, on a le choix dans notre pays, qui sont allés pendant 30 ans jusqu'à endetter le pays à 90% de sa richesse nationale, est-ce qu'ils n'aiment pas les banquiers? C'est facile à dire on n'aime pas les banquiers et en même temps de profiter des services de la banque. Je crois qu'il faut réfléchir sur la pente qu'on a prise, non pas de s'endetter pour investir, mais au contraire de se surendetter, de simplement maintenir une vie relativement facile. Et donc je crois que peut-être beaucoup de gens pourraient se regarder dans une glace et se dire est-ce que moi aussi je ne suis pas quelque part un peu trader? Est-ce que ceux qui ont acheté ces fameux produits qui circulaient aux États-Unis, il se trouve que je suis franco-américain, j'ai des membres de ma famille qui ont contracté des crédits subprime. C'était un moyen intéressant, à vrai dire le seul pour pouvoir acquérir une maison. Croyez-moi, quand la ménagère de moins de 50 ans achète des petits produits comme ça, à mon avis, elle n'est pas trader, elle ne sait pas vraiment ce qu'elle fait. Non, on est d'accord qu'on parlait tout à l'heure de la transparence. Ce que je veux dire, c'est que il me semble que c'est l'occasion, cette crise c'est plus l'occasion, alors il y a une dimension bancaire je pense, mais il y a d'autres dimensions et c'est peut-être l'occasion pour la société de s'interroger sur des dérives. Alors c'est vrai que moi je les ai vues au premier plan. Quel était le déclic? Il y a un jour où vous en avez eu marre? Alors, c'est passé une journée particulière. J'explique toujours, c'est pas le dégoût de la finance. Moi, je pense que de toute façon, on a besoin de techniques de finance. Il se trouve que moi, je travaillais sur le marché d'échange, qui est un marché spécifique où on échange les devises les unes contre les autres. Tant que vous aurez un espace euro et un espace dollar, quand vous vendez des Airbus aux Américains, il faut bien que vous échangiez ces monnaies. C'est des montants faramineux. Les gens souvent sautent au plafond quand ils entendent ces sommes. Mais si vous voulez, quand vous conduisez un Airbus, c'est pas pareil que quand vous conduisez un vélo. Donc le trader nous, on manipulait 15 milliards de dollars à 5 personnes, mais cet argent n'allait pas dans nos poches, même si effectivement il y a des rémunérations qui ont progressivement été beaucoup trop... La banque et la morale, ça peut faire bon ménage? Encore une fois, comme je l'ai dit, je pense que la finance est au service de l'économie, l'économie au service de l'homme, et quand ça n'est pas le cas, il y a à ce moment-là un certain nombre de dérives que la société, en particulier les plus démunis, oblige les élites à examiner de près et prendre donc un certain nombre de décisions. Il y a des dérives. J'ai travaillé dans une banque américaine à Wall Street, Bankers Trust, où mon père travaillait, puisque mon père était banquier. On a comparé nos 2 temps de formation dans ces banques, avec 30 ans d'écart. À son époque, on disait, voilà, le métier du banquier, c'est d'évaluer un risque, de prêter pour justement permettre l'activité économique. Ce qui est essentiel, c'est l'honnêteté à la fois du banquier pour garder des clients dans la durée et également de sa contrepartie. Et 30 ans plus tard, qu'est-ce qu'on apprenait dans les salles de marché de cette banque? On arrivait le matin, les dirigeants disaient, voilà, what are we here for? Pourquoi sommes-nous ici? Make money, il fallait hurler, make money. C'est ça la dérive. On va maintenant voir en images la naissance de la banque moderne, la genèse du monstre. Octobre 1929, Wall Street s'effondre. Un vent de panique s'empare des investisseurs. L'affolement fait boule de neige et gagne la population. La crise se répand région après région à l'ensemble des États-Unis. Que s'est-il passé ? Cette crise met fin à 10 années extraordinaires qui suivent la Première Guerre mondiale. Les années folles. Les États-Unis connaissent alors un boom économique sans précédent. De nouvelles industries se développent. L'automobile, le cinéma, l'aviation. Et les banques sont aux premières loges, car c'est elles qui accompagnent le développement de Ford, Chrysler ou General Electric. Pour financer cet essor, elles ont mis au point de nouvelles techniques financières. Avec le Broker's Loan, le client n'a besoin d'apporter que 10 $ pour en investir 100 en bourse. La banque lui prête les 90 qui manquent. Tant que l'économie prospère, la bourse monte et tout va bien.
Mais à l'automne 1929, l'économie ralentit et la bourse prend peur. Les investisseurs qui avaient parié à la hausse en s'endettant sont incapables de rembourser les banques. C'est le krach et la panique. Le bilan est désastreux. Une banque sur deux fait faillite. Le taux de chômage grimpe à 25% et des millions d'Américains perdent tout, leur maison, leur emploi. Ils ne doivent plus leur survie qu'aux soupes populaires. C'est la plus grande crise économique de l'histoire. La crise traverse l'Atlantique quand les banques américaines rapatrient leurs fonds placés en Europe. La France est sévèrement touchée. La Banque nationale de crédit, quatrième banque du pays, fait faillite en 1932. En quelques années, 500 banques régionales connaissent le même sort. Aux États-Unis, le sauveur s'appelle Franklin Roosevelt. Le 9 mars 1933, moins d'une semaine après son investiture, le nouveau président convoque le Congrès pour prendre une décision exceptionnelle. Il impose la fermeture de toutes les banques, le temps que les inspecteurs fédéraux se prononcent sur leur état de santé. Le 3 mars, nous avons décidé de fermer les banques. Notre première tâche est de rouvrir toutes les banques saines. 3 jours plus tard, la purge est effectuée. 5000 banques jugées solides rouvrent leurs portes. Les épargnants sont rassurés et la confiance revient. Mais Roosevelt ne va pas en rester là. Les banques ont une responsabilité écrasante dans la crise. Il faut contrôler leur activité. C'est la mission de 2 législateurs. Carter Glass, ancien secrétaire d'État au Trésor, et Henry Stigall, président de la commission Banque et Monnaie à la Chambre des représentants. Ils font voter une loi qui reste aujourd'hui encore une référence, le Glass-Steagall Act. Cette loi instaure 2 mesures fondamentales. La première concerne les clients. Désormais, l'État garantit une partie des dépôts. En cas de crise, l'épargnant est assuré de ne plus tout perdre. La seconde mesure concerne les banques elles-mêmes. Elles sont obligées de choisir leur métier. Banque de dépôt au service des particuliers et interdites de spéculation, ou banque d'affaires autorisées à spéculer avec l'argent de leurs actionnaires. L'activité des banques est clairement réglementée. En France, c'est à la Libération que les choses vont changer. En 1945, le général de Gaulle nationalise les principales banques. Comme Roosevelt, il les oblige à choisir leur métier, banque de dépôt ou banque d'affaires. Pendant 30 ans, leur activité sera étroitement encadrée. L'argent de l'épargne va servir à la reconstruction du pays. C'est dans les années 70 que les choses vont commencer à changer. Au Vietnam, les États-Unis s'enfoncent dans la guerre et envoient tous les ans davantage d'hommes et de matériel sur le terrain. Les crises du pétrole font flamber les prix et creusent les déficits. Pour financer ces dépenses nouvelles, les États-Unis fabriquent des billets. Mais ils sont gênés par le système monétaire de l'époque. Depuis 1944 et les accords de Bretton Woods, toutes les monnaies sont liées entre elles et indexées sur le dollar, lui-même indexé sur l'or. Pour avoir les mains libres, le président américain Richard Nixon décide donc d'abandonner la convertibilité du dollar en or. Le système vole en éclats et les monnaies se mettent à fluctuer entre elles. C'est un gigantesque marché qui se crée, celui des devises, et avec lui un nouveau métier. Des milliers de traders échangent désormais jour et nuit des montants colossaux. La financiarisation des banques est en marche. Au début des années 80, tout est prêt pour un grand chambardement. Il ne manque plus qu'une volonté politique. Moi, Ronald Reagan, je jure solennellement d'exécuter fidèlement les fonctions de président des États-Unis. Lorsque Ronald Reagan devient président, les États-Unis sont dans une mauvaise passe. L'inflation est élevée, la croissance faible et le chômage important. Le nouveau président pense que seules des mesures libérales, radicalement opposées à la politique précédente, peuvent remettre l'économie sur les rails. Un mot d'ordre, déréguler. Reagan libère les prix, baisse les impôts, réduit le budget de l'État et s'en prend aux syndicats. C'est le coup d'envoi de 30 ans de dérégulation de l'économie.
Cette nouvelle politique appliquée par Ronald Reagan aux États-Unis et Margaret Thatcher en Grande-Bretagne a été inspirée par un homme, Milton Friedman, aujourd'hui considéré comme un des économistes les plus influents du XXe siècle. Chantre du libéralisme, Friedman est connu pour son militantisme anti-gouvernement et ses petites phrases assassines. Si le gouvernement fédéral était en charge du Sahara, en 5 ans, le désert manquerait de sable. Beaucoup de gens souhaitent que le gouvernement protège le consommateur, mais la question la plus urgente est de protéger le consommateur du gouvernement. Je suis pour baisser les impôts dans toutes les circonstances, quelles que soient les raisons et avec n'importe quelle excuse. Milton Friedman, prix Nobel d'économie en 1976, est le fondateur d'une école de pensée, l'école de Chicago. C'est un théoricien de l'économie de marché et des dérégulations à tout crin. La logique libérale prime sur tout le reste. Du coup, il se fait parfois l'avocat de causes où on ne l'attend pas, comme la légalisation du cannabis ou de la prostitution. Ces théories économiques vont devenir l'idéologie dominante du monde occidental. En 1981, la France élit pour la première fois un président socialiste sous la Ve République. Alors que le monde dérégule et privatise, le nouveau président François Mitterrand prend des positions à contre-courant. Il lance un vaste programme de nationalisation. Une quarantaine de banques passent sous le contrôle de l'État. Les nationalisations dans ce pays ont toujours correspondu à des grands moments de la vie nationale. Mais la crise rattrape le pays et en 1984, le gouvernement socialiste change de cap. Il s'engage dans un plan de rigueur et de libéralisation. Pierre Bérégovoy, ministre des Finances, lance la modernisation du secteur financier. À mesure que notre économie se consolide, je souhaite en effet lui donner plus de liberté, plus de mobilité, de telle sorte à mieux affronter la compétition internationale. En 1986, Jacques Chirac, nouveau Premier ministre, fait un pas de plus et privatise Paribas, le CCF, la Société Générale. Ces banques retrouvent une totale liberté de manœuvre et participent à la mondialisation de la finance. En ces années 80, c'est tout un monde qui disparaît. La corbeille du Palais Brognard est remisée. Les agents de change laissent la place à des salles de marché bourrées d'informatique et de jeunes traders, les Golden Boys. Les marchés financiers connaissent un essor sans précédent. Et l'on voit apparaître des instruments financiers complexes, les produits dérivés. Ils permettent de parier sur tout et n'importe quoi. La hausse ou la baisse du prix du pétrole, l'évolution des taux d'intérêt, la faillite d'une entreprise et même les prévisions climatiques. Il n'y a plus de limite et les marchés financiers enflent démesurément. On est loin de la régulation bancaire et des mesures de prudence mises en place par Roosevelt en 1934. Sa mesure phare, le fameux Glass-Steagall Act, qui sépare les activités bancaires, n'en a plus pour longtemps. Le 8 octobre 1998, Sandy Veil, ici à droite, président de Travelers, l'un des plus grands groupes financiers, annonce sa fusion avec la banque de dépôt Citibank pour créer la première banque mondiale, Citigroup. C'est totalement interdit par le Steagall Act et il le sait très bien. Je suis confiant dans le fait que dans les 5 ans, la loi va changer. Et je crois que ce que nous faisons fera changer la loi. Si vous regardez en Europe ou en Asie, des groupes comme le nôtre existent, qui combinent la banque, l'assurance et des sociétés d'investissement. Ils appellent ça la banque universelle. Un an plus tard, Sandy Veil obtient satisfaction. Le président démocrate, Bill Clinton, supprime le Glass-Steagall Act. Les banquiers ont gagné. Ils peuvent exercer tous les métiers. Banque de dépôt, banque d'affaires, assureur, gérant de portefeuille. Le supermarché de la finance est né. Emporté par ses succès, le lobby bancaire cherche à faire éclater les derniers verrous. En 2004, les 5 plus grandes banques américaines portent le coup de grâce à la régulation des années Roosevelt. Elles obtiennent un assouplissement d'une règle de prudence pourtant essentielle. Celle de l'effet de levier. Selon cette règle, la banque doit détenir un minimum de fonds propres pour chaque euro dépensé. Pour $1 dans ses caisses, elle peut en investir 12.
Sous la pression du lobby bancaire, cette règle va changer. Désormais, les grandes banques américaines, pour ce même dollar, ont le droit d'investir jusqu'à 30 ou 40 $. 4 ans plus tard, la plus grosse crise depuis 1929 éclate dans une finance totalement déréglementée. Si les politiques comme Roosevelt avaient été en pointe pour réguler les banques dans les années 30, ils ont aussi été les premiers à pousser à la déréglementation à partir des années 80. Question d'idéologie, mais pas seulement. Depuis quelques années, les liens entre politique et finance sont devenus très étroits. Ainsi, Robert Rubin, ancien président de la banque Goldman Sachs, était le secrétaire d'État au Trésor du président démocrate Bill Clinton. C'est lui qui signe la mort du Glass-Steagall Act. Son successeur, dans le gouvernement républicain cette fois de George W. Bush, est Henry Paulson, autre président de Goldman Sachs. C'est lui qui permettra de faire sauter les derniers verrous. Les banques ne sont pas seulement devenues puissantes, elles sont elles-mêmes dans les coulisses du pouvoir. Ce qui est toujours surprenant, c'est que les hommes politiques se servent des banques souvent comme bouc émissaire. Ils ont toujours besoin de bouc émissaire, il y a l'Europe. Et c'est vrai que les banques en prennent plein la figure, souvent à juste titre. On va regarder quelques déclarations récentes. Je vais vous dire qui est mon adversaire, mon véritable adversaire. Il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Il ne présentera jamais sa candidature. Il ne sera donc pas élu. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. L'idée de la toute-puissance du marché qui ne devait être contrariée par aucune règle, par aucune intervention politique, cette idée de la toute-puissance du marché était une idée folle. On a soumis les banques à des règles comptables qui ne fournissent aucune garantie sur la bonne gestion des risques, mais qui, en cas de crise, contribuent à aggraver la situation au lieu d'amortir le choc. C'était une folie dont le prix se paye aujourd'hui. L'autorégulation, pour régler tous les problèmes, c'est fini. Le laisser-faire, c'est fini. Si la finance est l'adversaire, alors il faut l'affronter. Maîtriser la finance commencera ici par le vote d'une loi sur les banques qui les obligera à séparer leurs activités de crédit par rapport aux opérations spéculatives. L'impunité, c'est fini. Les banques, il faut les affronter. C'est pas ce qu'on voit, non ? Non, il y a un écart énorme entre ces discours et la réalité parce qu'en fait, la régulation des banques, elle reste à faire. Alors, vous, Aurélie Trouvé, attaque, vous les lâchez pas, les banques, hein. Non, on les lâche pas. D'ailleurs, on a produit un rapport fin 2011 avec les Amis de la Terre où on a passé au crible une dizaine de banques et avec un certain nombre de critères. Bon, le résultat, le bilan est quand même catastrophique, mis à part, on va dire, 2 établissements bancaires coopératifs, de petits établissements d'ailleurs, le Crédit Coopératif et surtout la Nef qui est le seul vraiment établissement coopératif indépendant. Je voudrais réagir aussi sur la question, si vous me le permettez, du sauvetage bancaire. Parce que le problème n'est pas d'avoir sauvé le système bancaire, il fallait le faire évidemment de la part de l'État français. Le problème est qu'on n'a pas mis de conditions drastiques sur la régulation bancaire une fois qu'on les a sauvés. Et d'ailleurs, il y avait Frédéric Oudéa qui disait que ça n'a rien coûté aux contribuables. Mais ça a coûté 12 milliards de dollars aux contribuables américains parce que la Société Générale est allée sur les subprimes et avait souscrit aussi des titres via AIG qui a fait faillite. Mais ça a aussi coûté beaucoup aux contribuables français via des fonds de garantie, via des prêts directs aux banques. Donc ça a coûté. Et aujourd'hui, l'explosion de la dette publique en France et dans les États européens vient en grande partie de ce sauvetage du système financier et bancaire. Mais qui c'est qui paye ? Eh bien, c'est le contribuable. Et on demande aujourd'hui aux gens de se serrer la ceinture via des réformes des retraites et compagnie. Et on est en train de payer, il faut le dire, à la place des responsables de la crise. Et pendant ce temps-là, les affaires continuent, parce qu'il y a un scandale qui est absolument incroyable, c'est l'histoire du Libor. C'est très compliqué, mais c'est quand même une énorme fraude des banques anglo-saxonnes. Libor, pour London Interbank Offered Rate. Comme son nom l'indique en anglais, le Libor est le taux auquel les banques à Londres se prêtent de l'argent entre elles. Et c'est un chiffre clé qui a un impact gigantesque sur l'économie.
Car le Libor sert de référence pour plus de 365 000 milliards d'euros de produits financiers. Les crédits immobiliers, les crédits à la consommation, les cartes de crédit, les prêts aux entreprises, mais aussi tout un tas de produits dérivés beaucoup plus complexes sont indexés sur le Libor. Et pour cause, si le Libor est bas, cela veut dire que les banques se prêtent de l'argent facilement. Cela veut donc dire qu'elles se font confiance, que l'économie va bien. En revanche, si le Libor est haut, c'est mauvais signe. Cela veut dire que les banques ont peur de ne pas être remboursées. Le Libor, c'est donc un thermomètre de l'économie. En principe. Car en réalité, le thermomètre a été trafiqué. Il faut savoir que ce fameux taux interbancaire est fixé sans contrôle extérieur. Ce sont les banques qui décident entre elles du Libor tous les matins. Or, plusieurs banques ont reconnu qu'elles s'étaient entendues depuis 2005 pour manipuler le taux en fonction de leurs intérêts et pour permettre à leurs traders de mieux spéculer. Par exemple, pendant la crise financière, le taux a été artificiellement baissé pour faire croire que les banques étaient toujours en pleine santé. Grâce à ce mensonge, elles ont pu poursuivre leurs affaires sans inquiéter leurs clients. Mais dans le même temps, elles ont faussé l'économie réelle. Je pense que oui, ça va dans le bon sens. Il faut une supervision du système bancaire à un niveau européen. Il y a quand même un problème sur la Banque centrale européenne, c'est son indépendance, le fait qu'elle n'ait pas de compte à rendre aux élus, et notamment aux parlements nationaux et européens. Et je voudrais revenir aussi sur un grand problème de fond, c'est la dépendance des États aux marchés financiers. Et là, je m'adresse aussi à M. Trichet. Ne pensez-vous pas qu'il serait temps, enfin, que la Banque centrale européenne puisse prêter directement aux États membres et qu'il ne soit plus obligé, ces États, de s'adresser aux marchés financiers à des taux allant de 4, 5, 6% en Espagne ou en Italie, et même aujourd'hui, alors la Grèce ne peut même plus aller sur les marchés financiers puisqu'elle est même jusqu'à 30% de trop d'intérêt sur 10 ans. Donc quand est-ce qu'on va faire comme les États-Unis, comme le Royaume-Uni, comme le Japon, et sortir les États de la mainmise des marchés financiers? Je dirais que c'est un choix purement politique. De regarder une interview de Joseph Stiglitz, un grand monsieur qui a été prix Nobel d'économie et qui donne quelques conseils justement à Pierre Moscovici. On regarde. Il est 9 h et il en est déjà à sa deuxième interview de la journée. Il en fera 42 en 3 jours. Une rockstar? Non, non. Un prix Nobel d'économie. L'Américain Joseph Eugene Stiglitz est à Paris pour faire la promotion de son dernier livre. Et toute la presse voudrait recueillir la parole de l'oracle. Mais qui est donc ce monsieur Stiglitz? Les titres de ses différents ouvrages donnent une part de la réponse. Le prix de l'inégalité, le triomphe de la cupidité, la grande désillusion, quand le capitalisme perd la tête. C'est clair, monsieur Stiglitz n'est pas un ami de la finance mondiale. Son parcours a pourtant tout du premier de la classe. À 27 ans, il devient un des plus jeunes professeurs d'économie de la prestigieuse université de Yale dans le Connecticut. À 36 ans, il reçoit la médaille du meilleur économiste américain de moins de 60 ans. Il est ensuite conseiller du président Bill Clinton, puis vice-président de la Banque mondiale, et enfin, prix Nobel d'économie en 2001. Mais ce brillant parcours institutionnel est un trompe-l'œil. Joseph Stiglitz n'est pas un homme du système. En 1999, il démissionne de la Banque mondiale avec perte et fracas. Il accuse la banque et le FMI de favoriser les marchés financiers et les États-Unis au détriment des pays pauvres. Depuis, il n'a cessé de critiquer les dérives du capitalisme financier. Son prix Nobel d'économie couronne sa théorie sur les asymétries de l'information. En clair, il soutient que les acteurs économiques n'ayant pas tous le même niveau d'information, l'État doit servir de régulateur. C'est un point de vue qui tranche aux États-Unis avec les théories libérales qui estiment que le marché se régulera tout seul. Aujourd'hui, Stiglitz serait devenu l'économiste le plus cité au monde par ses pairs. Ses interventions sont suivies avec beaucoup d'attention. Il est invoqué aussi bien par les altermondialistes que par Nicolas Sarkozy, qui lui avait demandé de travailler avec d'autres prix Nobel sur une nouvelle définition du PIB. Nous lui avons demandé ce qu'il ferait s'il était aujourd'hui notre ministre de l'économie. Je ferai beaucoup de choses. Je commencerai par exemple par m'occuper de ces fonds d'investissement qui encouragent les comportements à court terme et les prises de risques excessives. Je m'occuperai des banquiers prédateurs, des pratiques abusives sur les cartes de crédit. Je ferai quelque chose à propos des banques too big to fail, trop grandes pour faire faillite, trop imbriquées et tellement liées entre elles qu'elles créent un risque systémique.
Je ferai quelque chose contre les pratiques anticoncurrentielles, trop répandues dans l'industrie bancaire et qui coûtent si cher aux consommateurs. Je ferai quelque chose pour améliorer la transparence des banques, notamment en matière de produits dérivés. Pour finir, je prendrai des mesures contre les prises de risques excessives et je dirai aux banquiers, la finance, c'est très important. On compte sur vous. Nous pensons que vous êtes très nécessaires. Mais vous devez vous remettre au service de la société. Est-ce que vous pensez qu'il faut scinder les grandes banques françaises comme BNP Paribas, Société Générale ou Crédit Agricole? Je pense que les très grandes banques doivent être scindées. Il peut y avoir des différences entre les pays. Aux États-Unis, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas réguler les grandes banques. Nous savons que le poids politique des plus grandes banques est tellement important que nous n'arriverons jamais à une bonne régulation. Il y a peut-être des pays qui arriveront à réguler les très grandes banques, les banques systémiques, mais je ne suis pas très confiant. Ce qui est clair, en revanche, c'est que si on ne peut pas les réguler efficacement, une mesure sage, c'est de les couper en deux. Il n'y a pas de preuve que des banques aussi énormes soient utiles à la société. Et on commence à comprendre que non seulement ces banques sont trop énormes pour qu'on les laisse faire faillite, mais qu'elles sont trop énormes pour être dirigées efficacement et tellement énormes qu'elles sont devenues irresponsables. C'est dur en ce moment pour vous, Pierre Moscovici, parce que bon, il y a évidemment cette loi de finances, c'est-à-dire il y a ces impôts. Vous vous sentez bien dans vos bottes? J'ai accepté cette fonction par devoir et j'essaie de la remplir avec sérénité et avec détermination. Autrement dit, quelle est, selon moi, la fonction du ministre de l'économie et des finances? C'est d'abord de décider, c'est d'assumer des choses qui sont compliquées, en se disant qu'il participe au redressement du pays et qu'il y aura ensuite une phase de développement. C'est de le faire avec l'esprit de changement et l'esprit de justice sociale, c'est d'expliquer, c'est de convaincre. Et donc je ne ménage pas ma peine. Et je vis ça, encore une fois, avec tranquillité, tout en étant soumis à une pression considérable, parce que je sais que beaucoup de choses reposent sur mes épaules. Je vais vous prendre un exemple. Les 3% de déficit pour l'an prochain, ce n'est pas par amour que nous proposons un budget qui les remplit, c'est simplement parce que je ne veux pas, et c'est lié au problème bancaire, que nos taux d'intérêt dérapent, que les taux d'intérêt pour le service de la dette française dérapent, que les taux d'intérêt des entreprises dérapent. Je ne veux pas d'une situation à l'espagnol pour la France. Asphyxierait complètement. Mais dans ce cas-là, si vous voulez, c'est vrai que 3%, c'est dur, c'est très dur. Je suis conscient qu'on demande et aux entreprises, et aux ménages, à l'administration, des efforts. Mais si on ne le fait pas, c'est encore beaucoup plus cher. 1 point de taux d'intérêt, c'est 2 milliards d'euros en plus en termes de service de la dette. Et regardez ce qui s'est passé dans d'autres. Quand on commence à en avoir 1 de plus, on en a 2 de plus, 3 de plus, 4 de plus. Et donc je ne veux pas que ça dérape. Mon rôle, c'est de tenir, mais aussi de faire en sorte de tenir dans la justice et d'accompagner, de permettre le changement. Alors, vous nous avez donné beaucoup de dates. Est-ce que vous pouvez nous en donner une autre? Quand est-ce que les nuages noirs vont cesser de s'amonceler au-dessus de nous? Alors, disons plutôt une analyse optimiste sur un point, qui est sur la zone euro. Mon sentiment, c'est que la zone euro est sortie du moment où sa survie était en cause, de sa crise existentielle. Elle est en train de sortir de l'ornière, d'abord grâce à la Banque centrale européenne, mais aussi parce qu'on a mis en place ce qu'on appelle le mécanisme européen de solidarité et de stabilité. Ensuite, parce qu'on travaille sur la supervision bancaire, parce qu'on s'attaque aux problèmes de la Grèce et de l'Espagne. Et plus vite on va dans la sortie de la zone euro, de la crise de la zone euro, et nous sommes dedans, plus vite l'économie reviendra à la croissance. Et plus vite on va dans la sortie de la zone euro, plus vite l'économie reviendra à la croissance.